Un an, 7 mois après les attentats du 15 janvier 2016 qui ont fait une trentaine de morts sur l'avenue Kwame Nkrumah, les terroristes ont récidivé dans la nuit du 13 au 14 août sur la même avenue qui se relevait à peine des soubresauts terroristes. Cette fois-ci, c'est le café Aziz Istanbul qui a été ciblé. Un bilan effroyable est à relever: 18 morts, 8 blessés et 2 assaillants abattus. Pour revenir sur ce bain de sang nocturne, je reçois sur ce plateau Mathias Toumoudji, éditorialiste au magazine bimestriel Fassozine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Également sur ce plateau, M. Daouda Simon-Pierre, chargé de suivi évaluation au CGD, au Centre pour la gouvernance démocratique. Merci d'être là sur ce plateau. Alors, après l'attaque de Splendid Cappuccino Taxi Brousse qui a fait une trentaine de morts, on a vu que les terroristes ont encore récidivé une nouvelle fois. Est-ce que cette attaque était prévisible, M. Toumoudji? Bon, prévisible, je pense que depuis l'attaque qu'on a subie en janvier, chaque jour est potentiellement dangereux. On devrait pouvoir se dire que ça pouvait encore arriver, mais on se rassurait en se disant qu'après cette attaque, les mesures auraient été prises pour que ça ne se produise pas, disons, aussi rapidement et sur la même avenue. Donc, moins de 2 ans après, on a eu une nouvelle attaque dans un établissement à peu près similaire au Cappuccino. Ça laisse un peu pantois, inquiet. Et je pense que il y a à revoir un certain nombre de choses de ce côté-là pour rassurer un peu tout le monde. Avant de revenir sur les aspects sécuritaires, pourquoi le café Istanbul? Un message à l'endroit des musulmans, Monsieur Pierre. Oui, un message à l'endroit du Burkina, pas simplement de la communauté musulmane, parce que vous voyez, l'attaque, c'était à Splendide, l'hôtel Splendide, et juste quelques mètres de la zone. Vous voyez un peu que c'était une zone qui était un peu sécurisée. Chaque fois, on voyait des hommes de tenue dans cette zone-là. La zone également n'est pas trop loin de la base aérienne et n'est pas trop loin également de l'aéroport. C'est une zone hyper sécurisée, si on peut le dire. Attaquer cette zone, c'est montrer quand même qu'ils sont en train de défier un peu l'autorité. C'est ce message qu'ils veulent donner en fait. Alors, où a-t-on failli véritablement pour qu'on arrive à ce scénario où on a 18 morts avec 8 blessés, Monsieur Toumoudji? Je ne sais pas s'il faut parler de faille ou de faillite. Je pense qu'actuellement l'heure est grave, on est tous tristes. Il faut voir un peu, laisser passer cette douleur et ensuite essayer de se remobiliser par rapport à la lutte contre ce titre qui est le terrorisme de façon générale. Et à mon avis, il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il faut retravailler. La sécurité, bien entendu, mais la sécurité implique également la sécurité de soi. Soi-même, nous-mêmes, parfois, on ne se laisse pas toujours faire quand il s'agit de prendre des mesures ou de nous fouiller pour passer d'un endroit à un autre. Je pense que chacun doit être responsable de la sécurité de tout le monde afin que de plus en plus on arrive, parce que comme on l'a dit hein, sur plusieurs plateaux et sur tous les tons, c'est un phénomène qu'il sera difficile d'éradiquer. La tolérance zéro doit être de mise, mais l'éradication, alors là, ça c'est un autre problème, mais il faudrait pouvoir, chacun à son niveau, faire le nécessaire pour que on minimise donc les possibilités d'attaque. Alors, vous avez parlé tantôt de mesures sécuritaires. Est-ce que cet attentat est en lien avec un relâchement de la surveillance du territoire avec une focalisation sur les résultats du rapport d'investigation du compte 49? Bon, pas forcément, hein, c'est pas lié. Vous voyez que nous sommes dans un environnement où c'était des actions qui sont prévisibles, hein. Nous avons vu, après le cas du Mali, hein, il y avait quand même des diplomaties hein, qui avaient déjà dit que le Burkina Faso était un peu sous le regard hein, des terroristes. Je ne pense pas que le dispositif soit vraiment en veille, si on peut le dire, mais comme disait le grand frère, il est déjà trop tôt d'abord de lancer. Seulement, on peut appeler quand même à un renforcement hein, de notre système sécuritaire
Et en parlant de renforcement, je parle plutôt du service de renseignement, parce que vous voyez, c'est pas une guerre classique. Voilà, donc c'est le renforcement du service de renseignement, le renforcement de la collaboration entre civils et FDS qu'on peut arriver. Également, hein, il y a quand même renforcer également le dispositif des FDS et moi, il y a toutes ces questions-là qui peuvent être revues, mais je ne trouve pas que, bon, c'était la question des FDS avec leur grève, ou bien même par extrapolation la grève des chauffeurs et qui peuvent trouver ce phénomène-là. Je ne trouve pas. Alors, puisque l'on parle de sécurité, comment appréciez-vous un peu l'intervention de nos FDS dans la nuit du 13 jusqu'à ce matin 14 août? Alors, je crois que contrairement à ce qui s'est produit en janvier 2016, l'approche a été plus pragmatique et très rapide. Il n'y a pas eu beaucoup de tâtonnements et au petit matin, c'était réglé. Je pense qu'il y a eu une certaine maîtrise, un déploiement très rapide et une maîtrise de la situation. Cela souligne du reste les efforts qui ont été faits par le gouvernement, sans doute pour améliorer la situation depuis ce moment. Il reste encore des choses à faire et à parfaire, évidemment, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a de nombreux efforts qui ont été accomplis, qui ont été consentis, et que cette question du terrorisme est une question qui est planétaire, comme quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau, qui ne concerne pas que le Burkina Faso et qu'on ne pourra pas régler qu'on ne pourra pas régler nous tout seuls dans notre couette, et qu'on est obligé donc de collaborer aussi avec d'autres personnes, avec d'autres forces, avec d'autres influences pour y arriver. Donc le gouvernement a fait des efforts, les forces de défense et de sécurité ont montré qu'ils sont capables de gérer de telles situations. Maintenant, le problème, c'est de faire en sorte de les prévenir pour qu'on n'arrive pas à cette extrémité avec un nombre aussi important de personnes mortes malheureusement que nous déplorons, et que d'un point à l'autre de la capitale, d'un point à l'autre de nos différentes villes et de nos contrées sur le territoire, on se sente nous-mêmes en allant d'un point à l'autre, donc on se sente en sécurité. Ça ne veut pas dire que ce qui pourrait arriver n'arriverait pas, mais voilà, quand on quitte, je ne sais pas moi, d'Assasgo à l'est pour aller jusqu'à Tampui, je ne sais pas où, et qu'on peut y aller et revenir sans aucune contrainte et sans aucun œil extérieur pour regarder, mais c'est qui, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qui se passe, ça peut poser des problèmes. Et ce maillage avait été bien fait, je crois, après les attentats de janvier, mais entre-temps, il y a eu un petit relâchement et il va falloir peut-être revoir un peu cet aspect des choses. Alors, parlant de sécurité, est-ce qu'on peut dire que le renseignement a failli à quelque part pour qu'on arrive à cette situation? Bon, quand on voit des terroristes arriver à l'intérieur quand même d'une ville et même la capitale, on peut dire que le renseignement a failli. Mais bon, je ne suis pas au cœur du dispositif pour dire que bon, c'était déjà planifié, mais on peut quand même dire que s'ils arrivent jusqu'à Istanbul, hein, un peu sur Kwame Nkrumah, le renseignement a failli. Donc il faut encore travailler plus pour renforcer ce dispositif-là. Oui, mais il faut dire sur ce point, je pense, il faut dire que sur ce point, ce n'est pas seulement, disons, les professionnels du renseignement qui pourront régler cette question. Parce que, ces gens, ce sont des personnes qui, malheureusement, se fondent dans la masse et se font un peu oublier et puis agissent. Donc, c'est très difficile, c'est très pénible. C'est pour ça, je pense que de temps en temps, les forces de défense et de sécurité demandent également la collaboration de tous. C'est à nous-mêmes, dans notre environnement, de voir des gestes suspects, des personnes nouvelles qui s'en viennent, etc., pour aiguillonner aussi l'action par rapport à ces questions-là. Parce que le renseignement, c'est bien, il y a des professionnels du renseignement qui doivent faire leur travail, mais en appoint, je pense qu'il faudrait aussi que chacun d'entre nous soit une sentinelle pour permettre à ces gens-là de faire efficacement, de jouer efficacement leur rôle, d'avoir des alertes qui leur permettent de suivre et de voir, mais telle personne est rentrée par ici, il paraît louche, et puis pour voir
jusqu'où il peut Oui, aboutir. parfaitement d'accord. Mais bon, quand je parle du dispositif de renseignement, c'est tout cet ensemble-là, cette collaboration entre civils qui puisse donner. Voilà. Donc, nous ne sommes plus dans ce renseignement classique où c'est juste remis au FDS, mais il y a cette collaboration des citoyens, depuis des gars, depuis du quartier, les comportements des uns et des autres, pour pouvoir donner l'alerte. Voilà. Donc, je pense que c'est ce système-là qui n'a pas beaucoup donné. Il faut encore renforcer ce système. Alors, on sait que l'attentat a eu lieu à Kwame Nkrumah, un centre à fort trafic, un centre névralgique qui est quand même une zone économique. Alors, quelles peuvent être les conséquences, voire même les répercussions de cet attentat sur l'économie même du Burkina? Ouais, on peut effectivement se dire que si ces personnes ont choisi de frapper à nouveau sur Kwame Nkrumah, c'est à dessein. C'est parce qu'ils savent que cette avenue est l'une des plus importantes, sinon la plus importante de la capitale. Et également pour marquer le coup une deuxième fois en se disant, ben, vous avez reconstruit, vous avez fait un peu la gloriole à la limite, entre guillemets, nous sommes capables de revenir et de frapper au même endroit. Ils ont frappé un peu à côté, mais ça aurait pu être les mêmes endroits qui avaient été frappés en janvier 2016. Donc, l'avenue Kwame Nkrumah, avec cette deuxième attaque, prend un sérieux coup. Ça, il faut le dire. Cette avenue-là prend un sérieux coup parce que les activités ont commencé à reprendre. On a commencé à retrouver l'ambiance un peu de notre Kwame Nkrumah, la plus belle avenue de Ouaga, avec tous ces édifices et ces centres, ces lieux de loisirs et de détente. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est l'objectif aussi de ces personnes. Les gens vont s'y prendre à deux fois avant d'aller s'asseoir dans ce genre de lieu pour s'égayer en famille ou avec des amis. Donc sur le plan économique, c'est un coup dur. Sur le plan de l'image, c'est difficile aussi, c'est pénible. Ça mettra du temps pour reconstruire un peu tout cela. Et c'est un coup dur qui est frappé. Ouagadougou, le Burkina est frappé à son cœur. Alors, dans ce cas, quel type de réaction, même de la part de la population, pour instaurer un semblant de survie, mais une certaine renaissance aussi? Oui, c'est un peu compliqué, hein, comme dit le grand frère, on a reçu un coup. Il faut encore repartir, montrer que le Burkina Faso est debout. Voilà, parce que c'est le sentiment également. En plus de l'économie, ils veulent nous faire peur pour qu'on ne fréquente plus ces lieux, qu'on se dise que bon, nous sommes en insécurité, chacun va rester chez soi et tout ça. Mais c'est de remontrer encore que c'est vrai, vous avez tapé, mais le Burkina Faso est debout. Nous allons encore repartir sur Kwame Nkrumah. Nous allons encore repartir dans les différentes villes également. Maintenant, que les uns et les autres puissent se donner la main, parce que ce n'est pas le moment de dire, bon, c'est le régime de tel ou c'est tel ministre qui a failli. Et voilà, cette division-là, il faut qu'on arrête et que, bon, main dans la main, nous puissions apporter des solutions pour éradiquer, hein, même si c'est vraiment difficile, c'est tout un chemin. Mais ensemble, nous pouvons quand même limiter les dégâts de ces hommes-là qui veulent nous faire peur. Puisque l'on parle d'extrémisme violent et de la peur comme stratégie de direction choisie par les terroristes, qu'est-ce qui est fait au niveau du CGD pour combattre cet extrémisme violent qui est naissant véritablement au Burkina? Oui, au niveau du centre, nous avons commencé à travailler sur cette question de sécurité, quand même en évaluant un peu les vulnérabilités. Parce que ces hommes utilisent un peu les cas de pauvreté, les cas de désespoir pour infiltrer des idées de radicalisation au niveau des jeunes et au niveau de certaines femmes. Mais nous avons également mis un plan sur la collaboration entre FDS et puis population. C'est quand même demander aux populations de ne pas voir simplement le renseignement comme étant la pas gardée des militaires, mais également ils peuvent apporter leur point. L'autre volet également que nous sommes en train de travailler, c'est qu'au niveau même des FDS, certaines stratégies soient revues. Je pense que ça fait c'est une des promesses du président du Faso, de revoir la politique nationale de défense. Je pense qu'à ce niveau, les choses ont commencé, mais il faudra accélérer à ce niveau pour remettre les mécanismes, parce que c'est un phénomène qui évolue. On n'a pas le temps de nous arrêter pour prendre des textes et tout ça, il faut aller plus vite.
Voilà, il faut aller plus vite, il faut encore un accompagnement de l'État parce qu'il y a, il y a une différence entre ce que nous avons vu en janvier et maintenant, on a vu qu'il y a quand même une évolution, c'est-à-dire le déploiement même a été un peu plus rapide, mais cette fois-ci, l'assaut a duré aussi. Hein. Il faut travailler également à réduire ce temps-là, voilà, parce que de 21h à 5h du matin, c'est assez long quand même. Donc, c'est un truc, un cas qu'il faut encore travailler pour qu'on n'arrive plus à ces situations. Et parlant de lutte contre l'extrémisme violent, on a vu, il y a eu un conseil de ministres, un plan d'urgence pour le Sahel a été adopté. Est suffisant véritablement pour mettre fin au terrorisme? Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est une piste intéressante. C'est un investissement nécessaire parce que cette zone, justement, est une porte d'entrée aussi, et un réceptacle du développement de ce phénomène. Et donc, améliorer les conditions de vie des populations dans cette partie du pays, euh, c'est c'est une bonne politique pour amener les gens à adhérer donc, à l'esprit communautaire, à l'esprit national et aussi fédérer les énergies contre tous les extrémismes. Donc il est important de le faire là-bas, mais il est également important de le faire dans d'autres régions qui sont en déphasage par rapport à la capitale ou à d'autres grands centres urbains. Et donc c'est un travail de longue haleine, mais il faut commencer quelque part. Et c'est une très bonne chose d'avoir, je pense, décidé de faire ce plan Marshall-là au Sahel, en espérant que très vite, certaines infrastructures socio-économiques vont permettre aux gens de se sentir un peu plus à l'aise, pas seulement à Dori et dans sa région, mais également dans d'autres régions comme à l'Est et comme dans certaines contrées retirées. Je crois que le Burkina partage des frontières avec le Mali, le Niger. On a une zone qui est assez vaste, difficile à couvrir. On a vu qu'il y a l'intervention des Français avec la force Barkhane. Il y a eu des promesses au niveau du G5 Sahel avec un déploiement apparemment de 5000 hommes pour essayer de sécuriser la zone. Mais on parle de porosité des frontières aujourd'hui. Quelle stratégie globale entre ces différents pays? Oui, je pense quand même qu'il y a déjà des essais hein, avec le G5 Sahel. Maintenant, il faut encore plus travailler hein, à trouver des mécanismes de surveillance de ces frontières-là. Vous voyez que c'est vraiment des zones où c'est très difficile hein, de le faire. Je pense que déjà au Burkina Faso, on a quand même renforcé le dispositif hein, des unités qui sont au niveau des frontières. Voilà, c'est de voir également avec les autres pays pour collaborer, quand même, identifier même les potentiels terroristes parce qu'ils peuvent vivre dans un autre pays et puis venir taper au Burkina Faso, quand même qu'on arrive quand même à faire un agenda ou cartographie quand même de ces acteurs-là pour une stratégie hein, commune. Parce que en janvier, on a attaqué le Burkina Faso, on a attaqué la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas évident aujourd'hui hein, qu'après l'attaque du Burkina, on ne sente pas hein, qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Niger. Alors, Monsieur Toumoudji, une intervention à ce propos? Oui, je pense que ce qui touche le Burkina aujourd'hui touche les pays limitrophes et de la sous-région. Et en ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, c'est un sujet planétaire, c'est un sujet qui mobilise toutes les énergies du monde, en Occident comme chez nous ici. Dans notre zone, le Mali, le Niger et le Burkina sont dans une ambiance pas, pas enviable du tout. La Côte d'Ivoire aussi un peu, qui n'est pas dans le Sahel, mais qui a été également frappée. Donc, il est important que tous ces pays, les responsables de ces pays, coordonnent les efforts, réfléchissent à des synergies d'action possibles. Et par rapport aux frontières, cette porosité existait depuis toujours, depuis longtemps, et pas seulement dans cette zone. Toutes nos frontières sur le continent, ou presque, sont ainsi parce que c'est des populations riveraines qu'on a séparées du jour au lendemain, et puis il y a toujours des points de passage ici ou là. Et donc, sur cette question, aujourd'hui, avec la donne du terrorisme, il faudrait effectivement revoir comment faire un maillage plus intéressant de ces zones pour essayer de surveiller tout de même qui rentre et qui sort, parce que ça commence par là. Si on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas maîtriser le cheminement, on ne peut pas savoir
qui peut venir jusqu'à la capitale pour faire quoi? Et puis d'ailleurs, ils ne sont pas obligés de venir jusqu'à la capitale. On a déjà eu des attaques, de nombreuses attaques dans plusieurs localités. Et donc, il faut effectivement que les frontières soient mieux surveillées, soient mieux sécurisées. Alors après les attaques des différents postes frontaliers, on a vu Samoroguin, on a vu des attaques dans des villes. On se rend compte qu'aujourd'hui on évoque les questions financières pour pouvoir véritablement soutenir la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui on est dans un village planétaire, tous les pays sont confrontés au manque de financement. Mais est-ce que les pays à eux seuls peuvent s'autosuffire pour lutter véritablement contre ce fléau interplanétaire? Oui, c'est difficile hein, parce que c'est des sommes quand même énormes. Et ce n'est pas évident également que les organismes que nous voyons puissent venir soutenir hein, ces efforts-là individuellement. Donc c'est aux différents États de trouver des mécanismes, hein, une stratégie d'ensemble pour lutter contre ce terrorisme-là. Et d'ailleurs, même c'est le défi. Nous n'aurons plus affaire à des guerres entre pays, c'est dépassé. Nous aurons maintenant plutôt affaire à des actes de terrorisme. Donc, c'est aux différents États, dans leur stratégie de défense qui consistait quand même à protéger les frontières contre les voisins, de transformer ça maintenant en une stratégie hein, de protection des frontières contre les différents terroristes qui peuvent quitter, faire le tour, également hein, à renforcer leur sécurité intérieure. Donc là, pour moi, comme un cas comme le Burkina Faso, la sécurité intérieure, c'est encore à travailler. Nous avons l'armée qui s'occupe hein, de la sécurité de nos frontières, mais quand même de revoir dans notre dispositif comment redéployer une partie de notre armée hein, et voilà, dans la sécurité intérieure. Parce qu'il y a déjà la gendarmerie, mais il faut voir comment hein, trouver ce mécanisme-là pour renforcer cette sécurité intérieure-là. Alors, comment renforcer une sécurité intérieure quand on est confronté à des terroristes qui utilisent à chaque fois des méthodes aussi divergentes pour attaquer? Justement, c'est la quadrature du cercle, c'est un peu difficile, c'est pas un peu, c'est très pénible, c'est très difficile, c'est ça qui fait justement qu'on n'arrive pas toujours à savoir quand, où et comment. Mais en même temps, il y a des spécialistes de ces questions-là qui doivent pouvoir mettre sur la table les stratégies nécessaires, les politiques qui vont avec, les moyens qu'il faut déployer, les moyens, ça s'entend, humains, matériels, financiers, et au plan national, au plan régional, au plan plus large. Donc, c'est très difficile, mais en même temps, il faut trouver les mécanismes, il faut trouver les moyens, il faut trouver les ressources pour mettre en place, pour mettre sur pied une bonne politique et des stratégies pour, bon, tout au moins atténuer ou amoindrir ce phénomène. Parce que, comme on l'a dit, c'est des gens qui se font dans la masse et qui agissent sans crier gare. On peut s'y être préparé toute une année et puis un beau jour, on est bien en place et puis passe par les mailles du filet. Donc, c'est pénible, c'est difficile, mais je pense que les gens en sont conscients et ils font ce qu'il faut pour qu'on arrive progressivement à hausser le niveau de l'alerte, à hausser le niveau de la riposte et à améliorer les moyens de riposte et de lutte. Alors, une dernière question avant de mettre fin à cet entretien. Est-ce que l'on peut dire que dans le fond, le terrorisme, c'est comme une autre forme de business? Oui, c'est un business parce que derrière les idéaux que ces personnes pensent transmettre, c'est pas vrai. On a vu quand même par des émissions et des films, c'est des gens qui se donnent à l'alcool, des gens qui se donnent à la drogue. Et il y a également ce dispositif d'armes et autres qui passe. C'est un nouveau business. Et c'est ça qui amène quand même à nos pays africains, parce que c'est de travailler un peu plus sur cette question-là, puisque c'est une question qui appartient hein, aux États. Donc, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. C'est de trouver les moyens propres hein, à nos pays pour lutter pour ces questions. Et sur la G5 que nous avons, je pense qu'il faut aller encore même plus loin hein, en prenant quand même les dispositifs de la CEDEAO et tout ça pour que les pays africains hein, puissent se mettre ensemble pour lutter contre ce phénomène-là. Sinon, c'est un business pour d'autres personnes. Réaction? Oui, clairement. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait vivre des groupes de personnes. Il y a énormément d'interférences financières, d'intérêts
qu'on ne peut pas avouer ou qu'on connaît mais dont on ne parle pas souvent. Et donc, oui, ces gens qui viennent pour frapper, c'est parce que derrière, il y a des intérêts, ou il y a des intérêts financiers derrière, il y a du business, il y a de l'argent, il y a des armes, il y a de la drogue, il y a un peu de tout derrière tout cela. Et donc, c'est aux États d'abord qu'il appartient de mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, les politiques qu'il faut pour prémunir les populations de ce genre de personnes qui viennent comme ça, comme pour faire leur marché de la violence dans nos cadres qu'on voudrait paisibles et apaisés. Avant de nous dire au revoir, était présent sur ce plateau M. Mathias Toumoudji, éditorialiste au magazine bimestriel Fasosine, et M. Daouda Simon-Pierre, chargé de suivi évaluation au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Mais avant, une déclaration par écrit du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il dit, je cite, « Je condamne avec la plus grande énergie l'attentat ignoble qui a endeuillé Ouagadougou dans la nuit de dimanche à lundi. J'adresse mes condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je salue la bravoure de nos forces de défense et de sécurité dont l'engagement a permis de neutraliser les terroristes. La lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine. C'est pourquoi j'en appelle à la vigilance, à la solidarité et à l'unité de toute la nation pour faire face à la lâcheté de nos adversaires. Le Burkina Faso se relèvera de cette épreuve car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme et à tous les ennemis de la démocratie, du progrès de notre patrie. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette édition spéciale. Sachez qu'elle continue et on se retrouve dans quelques instants.